Personne ne va à l'école en espérant mourir. Absolument personne. Mais ces tireurs ne se soucient pas de cela. Ils apportent tellement de douleur et de souffrance, non seulement aux victimes, mais aussi à leurs familles. Et parfois, les familles se déchaînent et attaquent ces criminels en les accablant de conséquences. Nikolas Cruz. Le 14 février 2018, quelque chose de vraiment triste s'est produit au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride. Un jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, a causé beaucoup de souffrance. Il a tué 17 personnes et en a blessé 17 autres. Il s'agit de la pire fusillade dans un lycée aux États-Unis. Après s'être déchaîné, il s'est enfui. Mais la police l'a rattrapé environ 1h20 plus tard à Coral Springs. Cet événement s'est produit à un moment où l'on discutait de plus en plus du renforcement de la réglementation sur les armes à feu. Mais après son arrestation, son saccage n'a pas cessé. 9 mois après avoir tué 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas, Cruz a attaqué un gardien de prison en essayant de s'emparer de son pistolet paralysant. Cruz était en isolement pour la fusillade du 14 février 2018. La vidéo montre Cruz en uniforme orange et chaussons de douche, faisant des tours près du sergent du shérif du comté de Broward, Raymond Beltran, qui était assis à un bureau. Sans avertissement, Cruz s'est arrêté, a fait basculer Beltran et l'a chargé, le faisant tomber au sol. Ils se sont disputés le taser de Beltran, que Cruz a réussi à saisir. Beltran craignait que Cruz ne l'utilise contre lui. Le taser s'est déclenché, mais aucun des deux n'a été touché. Beltran a repris le contrôle, a utilisé le taser pour maîtriser Cruz et l'a menotté. Cruz a ensuite plaidé coupable pour l'agression, ce que les procureurs ont utilisé pour réclamer la peine de mort. Cependant, il semble que la défense ait essayé d'utiliser la vidéo pour plaider la folie. Néanmoins, Cruz, 23 ans, a plaidé coupable de 17 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Le jury devra alors décider s'il est condamné à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il ne faut pas oublier que la fusillade a coûté la vie à 14 élèves et à 3 membres du personnel. Au cours de la deuxième semaine du procès, les jurés ont vu des images terrifiantes de l'attaque et ont entendu des survivants et des officiers. Ils ont examiné des photos graphiques de la scène de crime et ont observé le comportement indifférent de Cruz lorsqu'il a acheté une boisson et s'est rendu au McDonald's après s'être enfui de l'école. Ils ont également vu le fusil de type AR-15 qu'il a utilisé pour tirer plus de 150 balles. La principale pomme de discorde n'était pas qu'il l'ait fait. La principale pomme de discorde à ce stade était de savoir s'il allait être condamné à mort. Un vote unanime est nécessaire pour une condamnation à mort. Dans le cas contraire, Cruz sera condamné à une peine de prison à perpétuité. Les jurés doivent mettre en balance les faits présentés par l'accusation sur la gravité du crime et les raisons d'être plus indulgents à l'égard de la défense. Néanmoins, les jurés ont voté pour qu'il soit épargné, une décision qui a bouleversé de nombreuses familles de victimes. Certains jurés ont estimé qu'il était important de prendre en compte la santé mentale de Cruz. Les membres des familles des victimes ont exprimé leur colère et leur chagrin. Anthony Montalto III, dont la sœur Jenna a été tuée, a rejeté la présentation par la défense de Cruz comme une victime des circonstances. Tony Montalto, le père de Jenna, a critiqué les jurés qui ont épargné la vie de Cruz, les qualifiant d'égoïstes et mal avisés, et s'interrogeant sur le message envoyé aux écoliers. Samantha Mayor, survivante de la fusillade, a fait part de sa peur permanente depuis qu'elle a été abattue par Cruz. Sa déclaration décrit sa terreur quotidienne et sa crainte d'être victime d'une autre fusillade. Les déclarations des victimes étaient très émouvantes. Les familles des victimes se sont directement adressées à Cruz. Debra Hickson, veuve du directeur sportif Chris Hickson, a exprimé son indifférence au sort de Cruz, tandis que d'autres, comme Teresa Robinovitz, la grand-mère d'Alissa Aladef, ont exprimé leur espoir que la vie de Cruz en prison soit misérable. De nombreuses familles ont assisté au procès en tenue de deuil. David Robinovitz, le grand-père d'Alissa, a refusé d'appeler Cruz par son nom, le qualifiant de meurtrier de Parkland. Il espère que les cendres de Cruz finiront dans une décharge. Stacey Lippel, enseignante à Stoneman Douglas, qui a été blessée par balle alors qu'elle aidait des élèves, a expliqué comment l'événement l'a changé à jamais. Après tout ce qui a été dit et fait, Nikolas Cruz a été condamné à 34 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Nikolas Cruz a été condamné à 34 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le cas suivant est celui d'un raciste qui s'est déchaîné et a causé tant de mal à sa communauté, à tel point qu'un membre de sa famille était prêt à risquer une peine de prison et à l'attaquer. Peyton Gendron. La colère a éclaté dans la salle d'audience lors de la condamnation de Peyton Gendron, le tireur de masse de Buffalo. La juge du tribunal du comté d'Erie, Susan Egan, a prononcé une condamnation ferme, déclarant au jeune homme de 19 ans qu'il ne méritait aucune pitié.
Mais l'audience a pris une tournure choquante lorsque Barbara Massey, dont la sœur Catherine Massey a été tuée, a fait une déclaration émouvante sur l'impact de son geste sur la victime. Alors qu'elle était sur le point de terminer sa déclaration d'impact, un parent s'est jeté sur lui. Alors qu'il tente d'attaquer Gendron, on peut entendre quelqu'un dire « Ne fais pas ça ». Les gardes du tribunal ont rapidement maîtrisé l'homme et fait sortir Gendron de la salle. Le juge Egan a dû rappeler à l'ordre et faire face aux émotions intenses de la salle d'audience. L'audience a été marquée par des déclarations fortes des familles des victimes. Kimberly Salter, veuve d'Aaron Salter Jr., qui a été tuée en tentant d'arrêter Gendron, portait du rouge et du noir pour symboliser le sacrifice de son mari et son chagrin permanent. Elle a lu des passages de la Bible avec une telle passion qu'elle pourrait vous émouvoir aux larmes. Simone Crowley, petite fille de Ruth Whitfield, la victime la plus âgée, a confronté Gendron en lui disant « Même avec tout le chagrin que vous avez causé, vous n'avez pas réussi à briser l'esprit de notre famille. » Wayne Jones, dont la mère Celestine Chaney a été tuée, a parlé de cette perte irremplaçable et des larmes qu'il a versées en rédigeant sa déclaration. Portant une croix avec la photo de sa mère, il a parlé de l'acte de haine insensé qui lui a coûté la vie. Dion Elliott, frère d'André McNeil, a fait part de la douleur de son neveu, qui continue d'appeler son père, ignorant sa mort tragique. Christopher Braden, un employé de Tops abattu lors de l'attaque, a décrit son traumatisme actuel et la terreur qu'il a ressentie ce jour-là. Il reste hanté par ses souvenirs et lutte contre le syndrome de stress post-traumatique, en particulier la nuit. Gendron s'est brièvement adressé à la cour, s'excusant pour la douleur qu'il a causée et reconnaissant que ses actes étaient motivés par le racisme. Il a admis avoir ciblé des personnes parce qu'elles étaient noires, un raciste jusqu'au bout des ongles. En plus des accusations portées par l'État, M. Gendron doit répondre à des accusations fédérales de haine et de terrorisme intérieur, qui pourraient conduire à la peine de mort. La vérité est que l'attaque a été soigneusement planifiée, Gendron ayant repéré le supermarché 2 fois avant la fusillade. Il portait un équipement tactique et un gilet pare-balles, et il a diffusé le massacre sur Twitch, inspiré par les contenus racistes qu'il consommait en ligne. Cela a donné lieu à des discussions sur le rôle des médias sociaux dans la radicalisation des individus et la promotion de la violence. Le rapport de la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, explique comment des plateformes comme 4chan ont influencé Gendron, et comment les services de diffusion en direct ont été utilisés pour faire connaître l'attentat. Même certains experts juridiques affirment que ces plateformes pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires pour leur rôle dans l'encouragement d'un tel comportement extrémiste. Le crime de Gendron, commis le 14 mai 2022 dans un supermarché Tops à Buffalo, a fait 10 morts et 3 blessés. Le juge Egan, en imposant la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité, a souligné la gravité de ces actes et la douleur durable qu'il a causée. « Il n'y aura pas de pitié pour vous, pas de compréhension, pas de seconde chance », a-t-elle déclaré. Gendron a été condamné à la prison à vie pour chacune des 10 victimes qu'il a tuées et à 25 ans supplémentaires pour chacune des 3 personnes qu'il a blessées. Le juge s'est assuré que Peyton Gendron vivrait et mourrait en prison. À la fin du procès, les familles des victimes ont continué à demander justice, non seulement pour les leurs, mais aussi pour toutes les victimes de fusillades dans les écoles. Notre prochaine affaire concerne également un criminel qui aurait pu montrer des remords pour ses actes, mais cela n'a pas eu d'importance. Les parents des victimes voulèrent qu'il souffre. Ethan Crumbley. Le 30 novembre 2021, un terrible incident s'est produit au lycée d'Oxford, dans le Michigan, lorsqu'un jeune homme de 15 ans, Ethan Robert Crumbley, a utilisé une arme à feu pour blesser d'autres personnes. Ces actes ont entraîné la mort de 4 élèves et blessé 7 personnes, dont un enseignant. Par la suite, Crumbley a été appréhendé par les forces de l'ordre et a été inculpé pour 24 délits graves, tels que meurtre et terrorisme. Sa condamnation a été très émouvante. Ethan Crumbley, condamné pour avoir tiré sur une école, a écouté les témoignages bouleversants des parents des 4 élèves qu'il a tués et des survivants de la fusillade survenue en décembre 2021 au lycée d'Oxford, près de Détroit. Lors de la séance du tribunal de Pontiac, dans le Michigan, les survivants et les familles des victimes ont été confrontés aux conséquences de la tragédie, tandis que le juge délibérait sur le sort de M. Crumbley. Crumbley, qui avait 15 ans au moment de la fusillade et en a maintenant 17, a été confronté à la colère et à la tristesse des personnes touchées par ces actes. Nombreux sont ceux qui ont réclamé la peine la plus sévère prévue par la loi. Buck Meyer, père de l'étudiant tué Tate Meyer, a déclaré Nicole Beausoleil a parlé du moment déchirant où elle a identifié sa fille, Madison Baldwin, au bureau du médecin légiste. Jill Soave, la mère de Justin Schilling, a déclaré que son fils aurait pu être ami avec Crumbley s'il avait demandé de l'aide au lieu de recourir à la violence. Les récits de la condamnation étaient obsédants et empreints d'une grande tristesse, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le juge Kwame Rowe a condamné Crumbley à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.
Bien que les avocats de Crumbley aient demandé une seconde chance pour lui, le juge Rowe a souligné ce que Crumbley a fait et dit. Il a également souligné la façon dont Crumbley a planifié ses crimes et la brutalité avec laquelle il les a exécutés. Avant sa condamnation, Crumbley a reconnu ses actes en déclarant « Il a également exprimé le désir de changer à l'avenir ». En effet, M. Crumbley est devenu le premier mineur à se voir infliger une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à la suite d'un arrêt rendu en 2012 par la Cour suprême des États-Unis, selon lequel de telles peines devraient être réservées aux délinquants juvéniles les plus rares. La condamnation d'Ethan Crumbley a non seulement apporté un sentiment de justice aux familles et aux survivants en deuil, mais elle a également permis de mettre un terrible garçon derrière les barreaux. Mais pour les familles concernées par le cas suivant, même la prison n'allait pas suffire. TJ Lane. La condamnation de TJ Lane, 18 ans, pour la fusillade survenue en 2012 au lycée de Chardon, dans l'Ohio, a été un événement très triste. Lane, qui avait 17 ans au moment des faits, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir tué 3 élèves et en avoir blessé 3 autres. L'audience a montré à quel point il n'avait pas de remords et a permis aux familles des victimes de partager ouvertement leur tristesse et leur colère. Lors de l'audience de détermination de la peine, le comportement de TJ Lane a été très provocateur. Il a déboutonné sa chemise bleue pour dévoiler un t-shirt blanc sur lequel le mot « tueur » était inscrit en lettres capitales, imitant ainsi la chemise qu'il portait lors de la fusillade. Tout en se balançant d'avant en arrière sur sa chaise, Lane souriait, jurait et faisait des gestes terribles à l'égard des familles des victimes, y compris une déclaration vulgaire qui a choqué tout le monde dans la salle d'audience. De toute évidence, l'audience de détermination de la peine a été une épreuve émotionnelle pour les familles des victimes qui ont eu l'occasion de s'adresser à la cour et de confronter directement Lane. Dina Parmertor, mère de Danny Parmertor, a qualifié Lane de monstre et lui a souhaité de souffrir autant en prison. Elle espérait qu'il endurerait une vie carcérale dure et abusive en raison de la douleur inimaginable qu'il avait causée. Holly Walczak, la mère du survivant Nick Walczak, a supplié le juge de veiller à ce que Lane n'ait jamais la possibilité de sortir de prison. Elle a parlé de la douleur et de la peur durable que sa famille ressent encore à cause de ce qui s'est passé. D'autres membres de la famille ont partagé les mêmes sentiments. La mère de Demetrius Hewlin a parlé de la douleur qu'elle ressent chaque jour sans son fils. La famille de Russell King Jr. a parlé de son chagrin et de la profonde tristesse de perdre une jeune vie brillante. Les paroles sincères de ces familles endeuillées montrent à quel point les actes de Lane les ont affectés à jamais. Lors du prononcé de la peine, le juge David Fury a souligné que TJ Lane avait soigneusement planifié son attaque. Il a mentionné que Lane avait chargé une arme la veille et l'avait apportée, ainsi qu'un couteau, à l'école. Le juge a déclaré que l'attaque était comme une surprise planifiée et que Lane visait certaines personnes et leur tirait dessus de près. Pour ces terribles crimes, Lane a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, sans aucune chance de sortir de prison. Le procureur James Fles a déclaré que TJ Lane avait planifié la fusillade à dessein et l'a qualifié de très mauvaise personne. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune raison valable à ce qui s'est passé et que Lane a agi par pure méchanceté. M. Fles a également indiqué que M. Lane avait envoyé à sa sœur un message mentionnant une fusillade dans une école avant l'événement tragique, ce qui montre ses intentions dangereuses. L'avocat de Lane, Ian Friedman, a été surpris par le comportement inattendu de Lane au tribunal. Alors qu'ils avaient prévu d'exposer des raisons susceptibles de rendre la peine de Lane moins sévère, ce dernier leur a demandé de ne pas le faire et a préféré dire quelque chose de grossier. Mais en fin de compte, que TJ Lane ait été grossier ou non n'avait pas d'importance. Il allait passer le reste de sa vie en prison. Notre prochain cas est un cas qui vous ennuierait profondément. Ce jeune homme de 15 ans s'est lancé dans une folie meurtrière simplement pour le plaisir. Gabe Parker. La fusillade du lycée du comté de Marshall est un événement tragique qui s'est produit le 23 janvier 2018 au lycée du comté de Marshall, près de Benton, dans le Kentucky. Le suspect, Gabe Parker, un élève de 15 ans, a ouvert le feu dans une zone commune de l'école, tuant 2 élèves et en blessant 14 autres. L'incident a été absolument dévastateur et a donné lieu à une longue procédure judiciaire qui s'est achevée par la condamnation de Parker le 12 juin 2020. À 7h57, un jour de fête, alors que les élèves se rassemblent dans les salles communes avant le début des cours, Gabriel Ross Parker, armé d'un pistolet rugeur, commence son attaque. Il a vérifié auprès de ses amis dans la salle de musique qu'il ne se trouvait pas dans les environs avant de retourner dans la salle des fêtes et d'ouvrir le feu. Des témoins ont décrit les yeux de Parker comme étant sans vie et ont noté qu'il n'a rien dit pendant qu'il tirait. Après la fusillade, Parker s'est débarrassé de son arme et a cherché à se fondre dans la masse des autres étudiants, en se cachant dans la salle de musculation. Au début, ignorant qu'il était le tireur,
Certains élèves lui ont même fait signe de se joindre à eux. Cependant, un autre élève a reconnu Parker et a informé un enseignant qui a ensuite alerté les forces de l'ordre. Cette identification rapide par un camarade a empêché Parker d'échapper longtemps à la capture. Les événements qui se sont déroulés n'ont pas seulement stressé les élèves à l'intérieur de l'école, mais aussi leurs proches à l'extérieur. Les suites immédiates de la fusillade ont été chaotiques et terrifiantes. Les élèves ont fui l'enceinte de l'école dans la panique et les commerçants locaux ont tenté de leur offrir un refuge. Les cris de « descendez » ont résonné sur le campus alors que les étudiants et les enseignants tentaient d'évacuer les blessés et de se mettre à l'abri. Certains étudiants ont couru jusqu'au bâtiment technique de l'école, tandis que d'autres ont sauté des clôtures ou ont disparu dans les bois avoisinants. Parker a été arrêté par le shérif du comté de Marshall à 8h06, quelques minutes après le début de la fusillade. Les vies de Bailey Nicole Holt et Preston Ryan Cope, tous deux âgés de 15 ans, ont été tragiquement interrompues. Bailey Nicole Holt est décédée sur place, après avoir tenté d'appeler sa mère sans pouvoir parler. Cope a succombé à ses blessures plus tard au centre médical de l'université Vanderbilt. Ses parents sont arrivés à l'école avant qu'il ne meure et ont contourné les premiers intervenants pour être à ses côtés. 18 autres étudiants ont été blessés, certains au cours de leur tentative de fuite. Les blessures vont de la tête au bras, à la poitrine et à l'abdomen. Parmi les victimes, on compte 5 étudiantes et 13 étudiants, âgés de 14 à 18 ans. Les étudiants et les professeurs ont été rapidement transportés à l'hôpital. Gabe Parker, un étudiant de 15 ans, a été identifié et arrêté peu après la fusillade. Lors d'une fouille des affaires de Parker, la police a trouvé un exemplaire du manifeste communiste, un grand couteau Winchester à fourreau et, à son domicile, un exemplaire de Mein Kampf. Cette découverte a donné un aperçu des intérêts troublants de Parker et de ses influences possibles. Lors de son entretien avec la police, Parker a révélé qu'il avait planifié la fusillade la veille au soir, pesant le pour et le contre de l'attaque. Il a décrit ses convictions athées et son point de vue nihiliste, selon lequel ni sa vie ni celle des autres n'avaient de raison d'être. Parker a parlé de la fusillade comme d'une expérience visant à observer la réaction des étudiants et de la société. Ce sont ces paroles qui ont été lues au tribunal. Un garçon vraiment malade. Parker a été officiellement inculpé le 16 février 2018 et doit répondre de 2 chefs d'accusation de meurtre et de 14 chefs d'accusation d'agression au premier degré. La Cour d'appel du Kentucky a ordonné la divulgation des dossiers précédemment scellés après son 16e anniversaire, et il a été décidé qu'il serait jugé en tant qu'adulte. Malgré les tentatives de la défense de Parker de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants, cette demande a été rejetée. Au cours des audiences préliminaires, il a été signalé que des preuves provenant de plus de 100 téléphones portables pourraient être utilisées contre Parker. L'affaire a suscité une grande attention de la part des médias, ce qui a conduit à un changement de lieu dans le comté de Christian afin de garantir un procès équitable. En avril 2020, Parker a plaidé coupable des accusations portées contre lui. Il a été condamné en juin 2020 à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité plus 70 ans, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Au tribunal, les familles de Holt et de Cope ont raconté avec émotion la perte qu'elles ont subie à cause des actes de Parker. Après la fusillade, les habitants de Benton, dans le Kentucky, se sont rassemblés pour soutenir les victimes. Ils ont organisé des concerts de bienfaisance, porté des rubans et utilisé l'expression « Marshall Strong » pour montrer leur unité. Le gouvernement a également offert des fonds pour les victimes et des services de santé mentale pour les étudiants. Mais, hélas, l'acte était accompli. Merci d'avoir regardé. Consultez les vidéos sur votre écran pour découvrir d'autres histoires passionnantes.